tout simplement du climat social assez dégradé depuis des décennies du fait de la mauvaise gouvernance, parce qu'au demeurant, il faut dire que ce mouvement, on a cru supporter des enseignants, n'est que une partie, une infime partie du climat social très délétère et les Camerounais qui sont de plus en plus débordés par cette malgouvernance. Parce que lorsque vous essayez d'observer le problème dans le fond, vous allez vous rendre compte que d'un côté, on a ce problème de laxisme, de lenteur administrative, on a ce problème de négligence même des dossiers des Camerounais dans les différentes administrations. On a également le problème de la haute corruption au regard des taxes imposées aux enseignants pour un bon suivi de leurs dossiers. On a aussi à côté ces logiques de tribalisation de l'administration où à chaque fois il faut se référer aux filiations ethniques, aux filiations tribales de ceux qui sont en face de l'administrateur. Et lorsque on essaye d'aller plus loin dans la lecture de cette situation, on a quand même une dimension un peu plus politique où on est rentré dans des promesses non tenues malgré les engagements pris devant le Parlement, des engagements pris à travers des différentes lois, arrêtés et décrets. On se rend compte que c'était beaucoup plus dans le sens de la calmie, dans le sens de la duperie. Or, tout ce qui relève de la manigance ou de la manipulation des masses est beaucoup plus politique. Donc, on peut lire cette situation à partir de l'analyse systémique en tenant compte des autres différents OTS, c'est-à-dire des autres différents secteurs qui semblent aujourd'hui être affectés par la malgouvernance et l'injustice sociale. Maintenant, il y a des mécaniques d'appréciation par le système de cette situation qui semblent ne pas rentrer dans des canons de la gouvernance où normalement pour un État qui se trouve en situation d'accusé, on produit beaucoup plus un discours apaisant, un discours qui ne révolte pas davantage. Or, qu'est-ce que nous avons vu jusque-là? C'est tout simplement le déni de réalité, la mobilisation de la répression, la manipulation à travers la fabrication des faux représentants des syndicats. On a également vu comment il y a eu cette narrative de diabolisation du mouvement en lui-même en essayant de dévier le problème originel vers d'autres aspects en parlant justement de la question de la politisation, de la forte politisation sous fond de déstabilisation de la nation. Vous voyez donc que l'État ou alors le système n'a pas managé de façon honnête cette crise. Il a plutôt voulu jouer la carte de l'instrumentalisation politique pour justifier plus tard les instruments qu'il allait mobiliser pour mater cette revendication. Aujourd'hui, il me semble que la dynamique est un peu plus poussée. On a des acteurs victimes de cette situation qui sont désormais conscients de la nécessité de s'investir eux-mêmes dans la défense de leurs droits. Donc, le mouvement de grève observé chez les enseignants n'est qu'une autre dimension de ce que nous avons globalement au Cameroun. Et on se pose bien la question de savoir pourquoi jusque-là, le pays n'est pas encore connu une implosion totale au regard des multiples OTS qu'on peut rencontrer pratiquement dans tous les secteurs. Peut-être les secteurs ayant trait à la haute administration peuvent être à l'abri de ces mouvements de mécontentement, mais de manière un peu plus générale, il me semble que le Cameroun est un vivier des OTS. Sans toutefois jouer l'investigateur ou l'enquêteur des caisses de l'État, il me semble qu'on peut se focaliser sur le train de vie princier d'un bon nombre de cadres de notre administration, de notre système politique, pour présumer qu'il y a effectivement des moyens pour
contenter les enseignants mécontents. On a vu des dépenses assez dispendieuses, des dépenses onéreuses, des dépenses ostentatoires, des dépenses qui, ma foi, dépassaient l'entendement de celui qui connaît bien le niveau de vie au Cameroun dans l'organisation de la CAN. Pendant la CAN, on a vu des liquidités circuler de manière anarchique dans certains domaines sans toutefois qu'on puisse justifier la provenance et la pertinence de cet argent. On a également des corps de métier comme les administrateurs civils, les magistrats, qui bénéficient d'un traitement préférentiel assez onéreux. On a vu des détournements des fonds publics avec des sommes assez faramineuses détournées par les apparatchiks de l'ordre gouvernant, des détournements en milliards. Alors aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir pourquoi ça manque lorsqu'il s'agit de contenter les enseignants mécontents. On a des lignes telles que la ligne 94 qui est régulièrement mobilisée pour venir en aide à des promoteurs d'entreprises qui ne totalisent pas des états de service assez poussés dans la croissance et l'emploi au Cameroun. Alors comment se fait-il que lorsqu'il s'agit des enseignants, que l'État soit en train de crier à la difficulté d'avoir des sous, peut-être l'État se retrouve en situation comment dirais-je, auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et pourtant, on sait que pour des choses qui, ma foi, n'ont pas une certaine incidence fondamentale sur le train de vie des Camerounais, on est prêt à dépenser des milliards. Donc, à partir de cette dépense ostentatoire, on peut présumer que trouver 200 milliards relève tout simplement d'un problème de volonté, non un problème de faisabilité. Maintenant, il y a le côté mobilisation des bailleurs de fonds. On a toujours eu recours à ces différents soutiens pour venir en aide aux Camerounais, venir en aide ou peut-être financer certains secteurs d'activité au Cameroun. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de pistes pour que l'État puisse avoir de quoi contenter les enseignants. Il suffit tout simplement d'une décision, et jusque-là, si la situation n'a pas été gérée, ce n'est pas parce que l'État n'avait pas de liquidités, ce n'est pas parce que l'État est dans l'impossibilité, dans l'incapacité d'avoir 200 milliards de francs CFA. L'État a toujours fait face aux situations ponctuelles et mobilisé des moyens conséquents. On se souvient encore de la mobilisation de 75 milliards de francs CFA dans un projet totalement bidon, celui des ordinateurs PBHEV qui, ma foi, n'ont pas apporté une certaine plus-value dans l'éducation de nos jeunes universitaires. On a vu le président de la République faire des mains levées, puiser dans le compte de souveraineté, parce qu'il faut aussi le préciser, le président de la République a au niveau de la présidence un compte de souveraineté, un compte qu'on peut qualifier de compte offshore. Il peut puiser dans ces comptes-là pour gérer des situations ponctuelles lorsqu'il se rend compte que la situation peut dégénérer et donner lieu à une crise et pourquoi pas à un conflit ouvert. Je penche beaucoup plus vers la thèse de la domestication par l'intimidation. C'est-à-dire qu'on viendra à bout de la contestation par l'entremise des moyens répressifs. Aujourd'hui, tout l'appareil répressif de l'État est mobilisé. Au niveau des arrondissements, nous avons des sous-préfets qui descendent de plus en plus dans des établissements. Et cette descente-là ne relève pas des rencontres pacifiques où il est question d'écouter ou de dialoguer ou tout simplement d'apporter la réponse aux revendications des enseignants. Il s'agit beaucoup plus des intimidations. Et là, on voit comment le noyau dur
l'OTS est en train d'être cassé. On essaye de construire d'un autre côté des acteurs qui ne sont pas assez légitimes pour démobiliser les enseignants qui étaient jusque-là sur une bonne dynamique pour faire face au manquement de l'État dans la gestion de leur salaire, dans le traitement de leurs indemnités. Donc moi je pense beaucoup plus vers l'hypothèse d'une domestication de la situation via des moyens répressifs. Et à côté, il faut voir des moyens corruptifs, c'est-à-dire la haute corruption. On va chercher à rencontrer de manière individuelle certains leaders tapis dans l'ombre, certains leaders de cette revendication, de cette contestation, pour essayer d'acheter leur silence et laisser les brebis à la débandade, c'est-à-dire ceux qui sont là pour suivre ces leaders. Et ce sont des méthodes ou des technologies qui ont toujours été mobilisées par l'ordre gouvernant à chaque fois qu'il fait face à une situation d'adversité radicale, d'adversité dure. Donc là, je pense que la dynamique est en marche. D'un côté, la répression, de l'autre côté, la corruption, et il faut aussi voir peut-être l'usure du temps, parce qu'on pourra tenir ces enseignants contestataires sur le temps, c'est-à-dire qu'ils finissent par se fatiguer. On les fait ce qu'on peut qualifier de chiens à bois, la caravane passe, et ça fait qu'à un moment, ils se lassent, ils se fatiguent et abandonnent le combat. Donc, je n'ai pas vraiment ce sentiment que la dynamique ira jusqu'au bout, que la contestation ira jusqu'au bout. Mais ce qui est important de relever, ce qui doit importer le corps enseignant aujourd'hui, c'est qu'il a été entendu, il a mis la pression, le gouvernement s'est mis en branle, et je pense qu'il y aura quand même des posologies conséquentes qui seront mobilisées pour éviter une nouvelle contestation assez ouverte. Parce que jusque-là, si on avait affaire à une contestation latente, mais avec le mouvement OTS, la contestation a été ouverte et le système prendra toutes les dispositions nécessaires pour essayer de cantonner et éviter qu'on ait des semblants d'embryons même des mouvements de contestation au sein de ce corps de métier.